Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Salut tout le monde, bienvenue sur cet épisode coaching. Je sais que vous aimez le coaching. C'est le deuxième épisode avec Christophe aujourd'hui. Salut Christophe. Salut. Pour rappel à tout le monde, on s'est vu avec Christophe cet été, au mois d'août. L'épisode a été diffusé le 25 août, c'était le hors-série numéro 1. Donc vous le retrouverez dans le listing des épisodes. L'idée, c'était de faire un coaching en direct. Donc Christophe est arrivé avec ses problématiques. D'ailleurs, c'était de sa propre initiative, hein. C'est lui qui m'a suggéré, il nous a contacté, il nous a suggéré de faire un épisode comme ça. Et j'ai trouvé ça super original et super sympa de coacher finalement en direct et en live. Donc on n'avait absolument rien préparé en amont, on a tout fait en live, parler bien 1 heure ensemble de ces problématiques. Et l'idée, c'était qu'à la fin de ce premier épisode, il puisse sortir avec un chemin surtout. Donc on a bien défini une stratégie au départ, on a défini des objectifs, un horizon d'investissement, ce qu'il était en mesure aussi de faire, l'appétence qu'il avait, la version qu'il avait aussi pour certains types d'investissements, le temps qu'il pouvait dédier à ça, les moyens évidemment, puisqu'on parle d'investissement, donc on parle d'argent, capacité d'endettement également. Donc on a fait un bilan. Je vous invite avant d'écouter cet épisode-là aujourd'hui, si vous n'avez pas écouté l'épisode du 25 août, qui a été quand même pas mal écouté, c'est un format qui vous plaît beaucoup. C'est assez inédit sur le podcast en France parce que c'est quand même, on va dire, un sujet pas évident, hein, de faire ça en live aussi. Donc il faut quand même qu'on ait un peu de recul chacun sur le sujet. Et donc, je vous invite à écouter cet épisode et je vous invite à revenir là après écouter cette deuxième partie, puisque l'idée, c'est qu'on fasse 4 épisodes sur 1 an avec Christophe. On en fera peut-être d'autres avec d'autres investisseurs, qu'on fasse un épisode par trimestre, du coup, enfin tous les 3 mois en tout cas. Donc le premier, on a bien défini. Et aujourd'hui, c'est de faire un premier bilan intermédiaire pour savoir où tu en es, Christophe. Comment ça s'est passé, comment finalement le premier coaching a pu aussi te faire évoluer ou non dans ta façon de rechercher, ta façon de faire, te recentrer peut-être. Donc je vais te laisser un petit peu introduire tout ça et puis on va enchaîner sur des questions-réponses qui viendront sur le fil. Allez, comme d'habitude, on fait ça. Écoute, moi, depuis la dernière fois, bon, on va rentrer dans le vif du sujet de suite, hein. Euh, j'ai trouvé un bien. On est à la phase du compromis pour le moment. Donc, oui, qu'est-ce qui s'est passé depuis? On avait dit ensemble qu'il fallait se mettre des objectifs, à la fois en temps, en budget, en zone géographique. Et c'est ce que j'ai fait immédiatement à la fin du mois d'août. J'ai tout d'abord fait au niveau de la zone géographique, parce que comme on disait dans le premier épisode, j'étais trop dispersé. Et là, c'est ce que tu m'as vraiment invité à faire. Et donc, on a ciblé ensemble des villes qui me plaisaient, 1 heure autour de chez moi, hein, c'est ce que tu m'avais conseillé pour pas que ce soit trop loin. Le risque était de s'éparpiller un peu trop, parce que finalement on a recentré un peu tout ça, notamment parce que tu gères des travaux aussi un peu toi-même, et que pour éviter trop de temps à passer dans les transports, les allers-retours, les contraintes liées à des travaux à distance. Et du coup, on a donc choisi 2 villes, Agde et Narbonne. Et donc, pendant, disons, un bon mois, j'ai scrollé Le Bon Coin, et j'ai regardé ce qui se faisait un peu pour voir un peu le marché. Et voilà, le premier coup de pied aux fesses que tu m'as donné, je me rappelle, ça a été, faut y aller, faut aller voir, quoi. Et ce que c'était la première étape, en fait, d'aller sur place. Et en effet, quand tu es sur place, quand tu es dans la ville, déjà j'ai vu tout de suite que, par exemple, Agde, ça collait pas, parce que c'était pas un truc qui me plaisait, c'était pas un centre-ville qui me plaisait. On voyait que c'était vide, un peu mort. Du coup, après, je suis allé à Narbonne. Et Narbonne, tout de suite, ça n'a plus rien à voir. Ça ressemble un peu plus à chez moi. Je me suis senti plus à l'aise. Et,
et donc j'ai pris des rendez-vous pour faire des visites. Moi, j'en ai fait à Agde, voilà, bon, c'était forcément pas concluant. On peut faire une parenthèse sur Agde, peut-être, Christophe, qui est intéressante, parce on avait effectivement épluché des annonces ensemble, regardé un petit peu, on t'a suivi pendant ces 3 mois. Ce qui était problématique sur Agde, c'était quand même que ça pouvait être assez saisonnier. Et donc il y avait cette inquiétude de est-ce que je peux louer aussi en dehors de la saison? Si oui, est-ce que le prix va être correct ou pas? Parce qu'en fait, c'est quand même une ville assez morte en dehors de la saison. Donc du coup, bah, il y a du choix pour se loger en dehors de la saison aussi. Donc les prix peuvent peut-être être plus faibles. Et ce qui nous avait fait quand même bien marrer, c'était qu'il y avait des annonces qui étaient quand même assez orientées, euh, on va dire, pour les gens qui sont un peu libertins, et que on trouvait quand même des studios qui étaient vraiment très très thématisés, mais on est très loin de la Love Room là, on est vraiment dans des trucs assez poussés, ouais, ouais, ouais. Et c'était assez marrant de voir comment les gens vendaient ce business en fait. Ils vendaient vraiment pas l'appartement, ils vendaient le business. Donc d'ailleurs c'était très cher, c'était basé sur un chiffre d'affaires et c'était pas du tout basé sur les prix de l'immobilier. Ce que tu peux faire avec un Airbnb, cela dit, hein, même si tu es toujours un petit peu sujet aux législations, etc. et que ton chiffre d'affaires d'aujourd'hui n'est pas acté demain, contrairement à un loyer longue durée où c'est très peu probable que les loyers baissent dans le temps. Voilà, mais ça nous avait fait bien sourire. Si vous regardez un petit peu, pour ceux qui nous écoutent, le marché à Agde sur le Bon Coin, vous allez trouver quelques pépites assez rigolotes. Voilà, alors peut-être que vous aurez une appétence certaine sur le sujet, mais en tout cas, vu de l'extérieur, c'était assez marrant de voir ça. Donc Narbonne semblait, comme tu dis, plus à ta portée, dans le sens où tu te projetais un peu plus, quoi, ça te correspondait un peu mieux. Oui, oui, parce que bah, Agde, c'est deux villes. C'est le Cap d'Agde et Agde, la vieille ville. Et bon, moi, je n'étais pas allé au Cap d'Agde, j'étais allé sur Agde. Et Agde, c'est vrai que c'est mort. Il y a un plan de rénovation du centre-ville. Donc bon, j'ai marché là une matinée dans cette ville, mais il n'y a rien, il se passe rien, tu croises personne. Voilà quoi, ça donne pas envie quoi. Donc je suis allé à Narbonne, et Narbonne, bon, rien à voir, ça ressemble beaucoup à Montpellier, à ma ville, en version réduite. Il y a un centre-ville, mais ça bouillonne, quoi. Il y a toujours du monde. J'y suis allé à plusieurs heures différentes, plusieurs jours différents, mais il y a toujours du monde, c'est toujours vivant. Voilà, ce que tu m'as dit, donc c'est va visiter. Donc bah, j'ai pris toutes les annonces qui avaient l'air de sembler intéressantes. Donc j'ai visité quand même, la première fois que je suis allé, j'ai dû visiter 4 ou 5 biens. Alors je ne saurais plus te dire, mais j'ai dû bien y aller 3, 4 fois. Et voilà, dès la première fois, je me suis rendu compte que ça allait pas être si simple, parce qu'il y a un monde entre les annonces et quand tu te rends sur place. Alors toi, effectivement, tu dois avoir l'habitude, mais moi ça m'a surpris quoi, parce que bah, tu vois les photos, mais quand tu arrives déjà devant l'immeuble, c'est plus la même. Des fois, même avant de rentrer, déjà tu déchantes un peu. Et c'est ce que j'ai appris là. Le premier truc que j'ai appris, c'est ça. Il faut absolument y aller, même si ça sert à rien, ou si tu as l'impression que ça le fera pas de toute façon. Parce que déjà, et ça je l'ai vu après, c'est que ça te donne matière à comparaison. Et donc, des fois, l'appartement il est bien, mais les communs sont tout pourris. Des fois, tout a l'air bien, mais le quartier est pourri. Et moi, en plus, dans la fourchette de prix que je m'étais mise, ben, grosso modo, il y a toujours une concession à faire. Alors, ça va être soit le quartier, soit la vue, soit l'immeuble en lui-même. Voilà, j'ai compris que dans chaque appartement, il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Euh, et donc, voilà, et à chaque fois, je te faisais des retours. Et finalement, je me suis aperçu que de nouveau, je rentrais dans une routine finalement, je regarde plus les annonces sur le Bon Coin, mais je les regarde en vrai. Et j'avais l'impression que ça allait pouvoir durer, comment dire, des semaines ou des mois. Tu vois, aller visiter, aller visiter, aller visiter. Et je me disais, il y a toujours un truc qui va pas. Et, euh, et j'ai reçu ce fameux message que tu m'envoies, écoute, on doit faire le podcast et il va falloir que, que tu trouves quelque chose.
Et bon, sur le ton de la plaisanterie, bien sûr, tu me dis ça, parce que j'imagine que j'avais pas le couteau sous la gorge, mais ouais, mais ça m'a mis, mine de rien, ça m'a mis, bah, un petit coup de pression à me dire: «Écoute, il faut, je veux pas dire s'investir un peu plus parce que je m'investis quoi, mais va falloir y aller un peu plus ou regarder, étendre un peu plus la recherche ou y aller plus, tu vois? Mais à un moment donné, bon, j'avais visité déjà une dizaine de biens, il y a peut-être une trentaine de biens à vendre, heu, bon voilà, sans compter tous ceux que déjà tu élimines, sur des annonces et donc ouais, écoute, et beh, j'ai trouvé là, au dernier, la dernière fois que je suis allé visiter, j'avais fait une matinée avec, 5 biens. J'en ai vu 2 2 bien pourris, juste avant. Puis je tombe, sur cet appartement dans une rue qui était plutôt sympa. À force, je commençais à connaître les quartiers. C'était pas forcément le quartier qu'on avait ciblé, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais en discutant ensemble avec Arthur, on avait un peu, délimité la zone. Arthur, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un collaborateur chez Artae qui visite, à peu près une vingtaine de biens par semaine pour le compte de nos clients, et cetera. Donc il a l'habitude aussi de faire, beaucoup de visites, d'être sur le terrain, d'analyser, de voir aussi quelques trucs. Donc c'est pour ça que Arthur et moi, on a coaché Christophe sur ces 3 derniers mois. Ouais, du coup, on avait, regardé des quartiers qui étaient un peu plus au nord de la ville et du coup, ce jour-là, j'étais allé en voir 2 dans ce quartier qui était pas mal, hein, au-dessus du resto chinois, je sais pas si tu te rappelles? Que je t'avais La façade était pas mal, bon, c'était vraiment pas mal. On t'avait averti d'ailleurs sur, voilà, sur les normes, hygiéniques, par rapport à l'évacuation des fumées notamment, parce qu'il y a des normes, hein, là-dessus et que les restaurants, doivent, appliquer ces normes-là et souvent, en fait, on se rend compte qu'elles ne sont pas du tout aux normes, ces évacuations notamment et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'odeurs dans ces copros parce que c'est mal évacué. Et moi, pour l'avoir vécu sur des procédures d'ailleurs, enfin, pour avoir vécu une procédure d'ailleurs dans une copro, franchement, après 2-3 ans de procédure, ça rime toujours à rien. Et le mec n'est pas aux normes, le service d'hygiène vient, mais il peut rien faire parce qu'en fait, il y a qu'un juge qui peut l'ordonner. Bon, enfin, c'est toujours la même chose. C'est toujours assez compliqué dès que ça part en justice, ça devient vite très long. Donc voilà, même si le mec est pas aux normes et qu'il n'est pas dans son droit, bah, il a le droit d'y rester finalement, lui, quelques années. Donc faut faire très attention à ça parce que moi, j'ai dû revendre un appartement à cause de ça, justement, dans cette copro. J'en avais 2 dans cette copro. J'ai gardé celui qui était au dernier étage parce qu'il n'était pas trop impacté, mais celui qui était juste au-dessus de la restauration, en l'occurrence des cuisines du resto, c'était inimaginable de pouvoir y rester plus d'une semaine dans l'appart. Tout le textile, les draps, le matelas, etc. puait le graillou, comme on dit chez nous, quoi. Tu sais, l'huile de friture, quoi. C'était vraiment, ça puait. Et ça, c'est dangereux parce qu'en fait, nous, les locataires, ils restaient 3 mois, ils se barraient. Il y avait trop de turnover, c'était trop chronophage pour nous à gérer. Donc, attention, parenthèse en tout cas là-dessus. Bon, là, c'était un resto asiatique, mais ça peut être n'importe quoi comme un type de resto. Et faites juste gaffe sur les normes, quoi. Ouais, tout à fait et puis c'était un peu le cas parce que, bah, même l'agent m'en a parlé. Il m'a dit, «Il y a des gens qui s'en sont plaints, qu'il y avait des odeurs». Alors moi, je lui ai dit: «Des odeurs dehors là?» Il m'a dit: «Non, non, vraiment dans les appartements». Donc bon, moi j'y suis allé à midi, ouais, c'était juste avant midi, donc je me suis dit: «Je vais voir un peu». Bon, j'ai rien senti, mais c'était au troisième, peut-être qu'au second, il y avait des odeurs, enfin je sais pas, ou alors c'était un jour sans odeur, hein, mais bon, voilà, j'ai pas pris le risque et puis j'ai vu cet autre appartement dans un quartier qui était, censé ne pas faire partie des quartiers qu'on cherchait, mais j'y suis quand même allé parce que, parce que les quartiers qu'on c'est vrai, les quartiers qui sont pas forcément fameux, 2-3 rues à côté, c'est déjà mieux, quoi. C'est déjà plus le même quartier, et donc je me suis pas fermé la porte en me disant, «Bon, c'est proche, alors j'y vais pas». Je suis quand même allé, j'ai quand même bien marché dans le quartier pour voir et bon, c'est vrai que c'est pas loin d'un quartier qui est pas terrible, heu, mais on n'est pas dedans, quand même. Donc je me suis dit, «Bon, après tout, j'y suis allé 2 fois, enfin 3 fois d'ailleurs». J'ai marché, bon, je me suis pas senti ni en insécurité, ni, tout allait bien, quoi, hein. Alors, bah, j'y suis jamais allé la nuit, hein, peut-être que c'est la nuit que ça va pas, mais on peut pas maîtriser non plus tous les éléments.
Mais j'ai vu, quand même, j'ai croisé pas mal de familles. Je me suis dit, bon, ça a l'air, cette rue du moins, ça a l'air correct. Le bâtiment est sympa, voilà, donc j'attendais le vendeur devant. Et bon, déjà, le bâtiment, première bonne impression. Donc c'est un particulier le vendeur en direct. Voilà, c'est un particulier. Pour la petite histoire, j'avais contacté l'agence qui le vendait. Et en fait, je me suis rendu compte après que j'avais contacté en fait le vendeur aussi, parce que j'ai pas vu, ils étaient tous les deux, ils le vendaient tous les deux, directement et par l'agence. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il était en agence parce que le vendeur s'est fait avoir, entre guillemets. Il a reçu des gens pour faire une visite et en fait, c'était un agent immobilier. Voilà, donc il lui a dit: «Écoute, voilà, on te le prend, on le met un peu plus cher», voilà, donc il lui a fait signer un mandat comme ça. Ouais, c'est une petite astuce ça des agents immobiliers pour prendre des mandats. Ouais, c'est clair, ils font des visites un peu mystères et puis au final, c'est complètement intéressé et je trouve ça assez malsain. Bon après c'est le jeu, hein, il y a des morts de faim, voilà, il y a des chasseurs de mandats, voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est moi je trouve éthiquement parlant, je trouve pas ça terrible, quoi. Ouais, c'était pas cool. Du coup, il me fait visiter, bah, on rentre dans l'immeuble et là, bon, bonne surprise, les communs, propres, sympas. Et donc c'est un rez-de-chaussée, 1 porte à gauche, voilà, donc on rentre et puis, 1 impression, bah, pas comme dans les autres là, voilà, me sent bien, hem, c'est ça, il y a l'air de pas avoir de travaux. C'est celui que j'ai vu d'ailleurs, le où il y a, si on veut, il y a pas de travaux. Enfin, si on veut, voilà, pas avec, nos critères, voilà, mais voilà, on pourrait très bien y habiter alors que les autres, bah, c'était vraiment à refaire, quoi. Donc déjà, c'est un peu plus sympa. Voilà, je discute avec le gars et il me dit que, bah, lui, c'était un appart qu'il a acheté il y a 3 ans. 3 ans, qu'il a acheté comme ça, qu'il a absolument rien touché et il me dit: «J'ai juste changé le robinet de la cuisine parce qu'il fuyait et c'est tout, quoi». Il m'a dit: «J'ai rien touché, j'ai mis le locataire et voilà». Et simplement, il fait ça. Voilà, un petit appart sympa, rez-de-chaussée, assez lumineux, avec une bonne hauteur sous plafond. L'immeuble est cool, la façade est sympa aussi. Ouais, sympa, l'immeuble, bien. Il y a que je crois qu'il y a que 4 appartements, il me semble. Un autre au rez-de-chaussée, ouais, 4 ou 5 peut-être. Non, je crois qu'il y a un étage et une deuxième, je crois, voilà, c'est tout. Il a la clim. Alors ça, c'est assez rare dans ce secteur parce que c'est plein centre-ville et donc bah, il y a pas de moteur sur les façades, hein. Là, mais sauf que là, il y a une petite cour derrière et donc il y a eu la possibilité, une cour intérieure, possibilité de d'ailleurs tous les apparts sont avec les clims, hein. Ils ont mis des clims là, donc c'est un plus quand même. Donc ça, c'est super parce qu'effectivement, pour ceux qui maîtrisent pas forcément la rénovation énergétique et le fameux DPE, une pompe à chaleur, même si elle est réversible et qu'elle fait aussi du froid, parce qu'on est d'accord, quand tu consommes du froid, tu consommes de l'énergie, donc c'est pas, et pas pour te chauffer. Mais en tout cas, une pompe à chaleur sur la partie chaud, aide vraiment à améliorer la consommation énergétique et donc à améliorer la note du DPE. Et d'ailleurs, souvent, ce qui est préconisé, ce qui fait gagner le plus, on va dire, de l'être, et en tout cas de, de performance énergétique sur un DPE, c'est la pompe à chaleur, sauf que, comme le dit Christophe, en centre-ville, en centre historique, quand on a des vieux immeubles, ou quand on est, je vous inviterai à écouter une autre capsule sur le sujet, en secteur sauvegardé ou en périmètre monument historique, bah, du coup, on n'a pas le droit de mettre ça en façade, ça c'est sûr, et même des fois, on n'a pas le droit du tout de les mettre non plus dans les cours, hein. Si tu es en secteur sauvegardé, par exemple, c'est le cas, ouais, tu peux pas les mettre. Donc bon après voilà, les architectes des bâtiments de France, l'urbanisme aussi est quand même assez à l'aise maintenant avec la rénovation énergétique. Ils savent qu'ils doivent faire des concessions. Donc après le truc c'est juste qu'il faut l'intégrer dans le paysage urbain et l'architecture urbaine, comme si ça avait été fait autrefois quoi. Voilà, comme si tu avais posé au XVIIIe siècle ou 19e siècle une pompe à chaleur quoi. Donc faut l'habiller avec du bardage bois, des choses comme ça, vraiment bien intégré. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un gros plus pour toi parce que bon clairement là c'est du monosplit, il y a un seul split ou il y en a deux. Non, non, Donc si t'es sur du monospeed comme ça, t'en as quand même pour entre, allez, dépendamment de si tu te la poses ou pas, et qu'il te le fait entre 1005 et 2005 selon où tu te trouves. Donc c'est déjà ça de fait. Et surtout avec une note qui est améliorée. Le DPU, là, à combien là en notation? c'est un C.
Donc c'est dans l'ancien, en rez-de-chaussée, parce que du coup rez-de-chaussée ça veut dire pas d'isolation par le sol, puisque t'es pas chauffé par le bas. Donc franchement, ouais c'est cool. C'est déjà ça, c'est top, c'est top. C'est top, ouais, parce que, bah, c'est de là qu'on disait tout à l'heure, c'est bien de visiter parce que tout ce que j'ai visité jusqu'alors, c'était, que des E, que des F, voire des D, je crois que j'ai dû avoir des D, mais C, j'avais jamais vu. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai regardé 2 fois, je me suis dit: «C», et puis après c'est vrai que je me suis dit: «Ouais, la clim, ça doit être ça qui». J'aurais pas cru que ça fasse, autant de différence sur la note, mais voilà, donc ça, bonne surprise. Une petite c'est 2 pièces, il y a une chambre séparée, mais bon, c'est une très petite chambre, hein, je crois qu'elle doit faire 7 mètres carrés, pas plus, 7-8. Donc une très petite chambre avec une fenêtre quand même, et une salle de bain, voilà, une salle de bain séparée, petite, mais salle de bain, assez propre. Voilà, donc un salon avec une ancienne cheminée là, qui se faisait un peu dans les maisons, voilà, les maisons, j'ai pas le nom, mais bon, les maisons d'autrefois, hein. Un peu sympa. Ils ont bouché bien entendu le conduit, mais ils ont laissé, l'encadrement, donc ça fait un petit cachet, et voilà, et la particularité, c'est qu'effectivement, il y a une petite cour derrière, d'une vingtaine de mètres carrés qui est pas, privative à l'appartement. Elle est commune à tous les appartements, mais donc le gars m'a dit: «Bah, écoutez, tout le monde a les clés, si vous recevez des amis un jour, que vous voulez prendre un verre dehors, voilà, c'est possible, vous y allez». Il m'a dit: «Bon, les autres, ils y vont pas parce que, bah, ils sont au 1er, au 2e, donc c'est difficile de voilà, mais moi, c'est juste à côté de la porte de l'appart. Donc voilà», il me dit: «Si vous voulez y aller, bah, il y a un petit barbecue», voilà, donc bon, ça reste qu'un plus, quoi, voilà, c'est toujours mieux que d'avoir un petit extérieur quand même, en plus quand tu es au rez-de-chaussée, c'est sympa. Voilà. Combien il était affiché cet appart? Et beh, il était affiché, 64. À l'agence, ils avaient affiché 70. En direct, c'était 64. J'ai fait mes petites recherches là, sur la base des notaires. Donc j'ai retrouvé effectivement, elle avait acheté au mois de juin 2020, 58 000 €, je crois. 57, un truc comme ça. Ouais, 57 ou 58, je sais plus. Donc voilà, et moi là quand même sur le coup, je lui demande, s'il a d'autres visites de prévues. C'était un samedi, j'étais là le samedi, et il me dit: «J'ai juste, 2 visites le mercredi», c'était un jour férié. Il m'a dit: «J'ai 2 visites là», et quand même moi il me donnait vraiment envie l'appart, et voilà, donc j'ai discuté avec lui, je lui ai demandé s'il y avait un prix à partir duquel, bah, ça lui semblait correct de vendre l'appartement. Voilà, lui, il m'a dit, 60 000 €, je descendrai pas en dessous de 60. J'ai eu des offres à 50, à 55. Il m'a dit: «Je les ai refusées, mais 60 000 €, je descendrai pas en dessous». Donc j'ai dit: «OK», bon, moi, sur le coup, 60 000, ça m'intéressait vraiment. Heu, voilà, je lui ai dit, bon, j'ai pas donné ma réponse tout de suite, et j'ai simplement dit: «Bah, écoutez, je vais réfléchir, je vais voir avec mes parents, j'aimerais bien qu'ils voient parce que mon père fait les travaux un petit peu». Voilà, donc je suis parti, et c'est là que je vous ai fait un petit compte rendu. Je vous ai donné mon sentiment, tout ça, vous m'avez donné le vôtre. Voilà, vous avez trouvé que c'était sympa. Donc ça, c'est quand même un plus pour moi parce que, bah, votre avis compte. Même s'il est que de l'extérieur, même s'il est que sur photo, même si je vous ai envoyé des vidéos, vous avez vu quand même tous les autres appartements que j'ai visités, et à chaque fois, en gros, on avait quand même le même sentiment. C'est-à-dire que moi, je trouvais pas ça terrible. Je me disais: «Peut-être qu'eux vont me dire: "Ah si, c'est top"». Tu vois? Je me disais: «Ah bon, j'ai manqué un truc, ils ont plus d'expérience». Mais non, en fait, vous me disiez toujours: «Bon, ben là, c'est pas top, fais attention à ci ou fais attention à ça». Et là, moi, je sors avec, quand même un bon sentiment, et vous me dites: «Ah ouais, il a l'air top celui-là», et donc la première fois, vous me dites ça, moi, la première fois que je ressens ça, je me dis quand même, «Bon, tu as l'air d'avoir le bon sentiment sur le bien». Et voilà, ça me rassure, c'est ce que j'avais besoin aussi, hein. Heu, Quand tu as quelqu'un, voilà, surtout, comme toi, comme Arthur, qui est du métier, qui s'y connaissent,
et qui vous donne, j'allais dire, l'aval, mais voilà, ça rassure. Mais toi, effectivement, je me rappelle de ces échanges. Bon, c'est vrai que sur la vidéo, les images, c'était vraiment chouette. Enfin, vraiment, je pense que c'était un bel appart par rapport à tout ce qu'on avait vu ailleurs, comme tu disais. Enfin, avant, ce que tu avais vu avant, que tu nous avais partagé. Je me rappelle donc effectivement des discussions qu'on avait eues et toi, tu voulais à la sortie faire une offre à 62 000, je me rappelle, 62. Mais je savais pas, tu vois, que le mec t'avait dit qu'il était prêt à lâcher à 60. Mais cette information, tu l'avais eu avant ou après ça? Ouais, non, non, j'avais eu cette information. Il m'avait dit que grosso modo à 60 000 €, il descendrait pas en dessous, voilà. Et en fait, pour tout te dire, moi déjà à 64, je trouvais que c'était bien. Voilà, je sais pas, j'étais rassuré par rapport à ce que j'avais vu d'autres. C'est quoi le montant du loyer que d'ailleurs que t'envisages là? Bah, en fait, je sais pas. Lui, il m'a dit qu'il louait 500 € par mois, plus, 10 de charges, je crois qu'il y a. Parce qu'il y a 220 € je crois à l'année de charges. Bon, 500 € par mois, ça me paraissait, beaucoup. Alors je sais pas s'il m'a menti ou pas. Bon, c'est un gars que je sens honnête, hein, voilà. Mais, dans tout ce que j'ai vu moi comme appart, bon c'est rare les apparts à 500 € quand même, hein. Bon celui-ci, est meublé, il était meublé, comme il était, donc c'est un peu plus cher en effet. Mais bon, je sais pas, moi je l'aurais dit 450. Bon voilà, hein, de ce que j'avais vu dans les locs, dans les annonces de loc, mais bon. Voilà. Donc je m'étais dit, moi, à la loc, un appart comme ça, je l'aurais mis, je sais pas, 480, voilà. Lui, il dit 500, donc je En l'état ou en faisant les travaux? en l'état, non, en l'état, entre 450, j'aurais dit 450, 480 maximum. Mais bon, lui, il me dit 500. Bon, pourquoi pas. Et donc, oui, alors, il me dit 60. Alors en fait, ce qui m'a un peu inquiété, moi, c'est les visites qui allaient arriver, le mercredi. Alors c'est vrai, c'est pas vrai, ça je le saurai jamais. Mais je suis obligé d'en tenir compte. Et donc je me suis dit, je peux lui faire une offre à 60 000, mais qu'est-ce qui va me dire que lui va pas recevoir ces gens et que le gars va lui faire une offre soit au prix, soit 62, soit 63, et je vais passer devant la glace en fait pour 2000 euros. Et c'est de là que je me suis dit, que je t'ai dit, écoute, est-ce que je lui ferais pas une proposition un peu supérieure à 60 000 pour lui dire, bah écoutez, moi je fais un effort, vous m'avez dit que vous voulez 60 000, je vous donne un peu plus, mais vous recevez pas les gens que vous devez recevoir. Et on se met d'accord maintenant, et puis voilà. Et je voulais faire 62. Et c'est toi qui m'as dit, bah écoute, fais 61. Non, 60, 60. Ouais, ouais, si, je t'ai dit fais 60. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si tu veux acheter 62, alors je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, le réflexe de l'être humain, c'est on coupe la poire en deux, hein, qu'on soit d'accord avec cette expression ou pas, mais en tout cas, ça veut dire que personne ne gagne. Mais si tu as un objectif à 62, fais 60. Enfin, dans ce cadre-là, après, quand c'est abusé, je trouve que bon, ça se fait pas trop, mais là, c'est une offre plutôt ferme, mais là, tu te dis, ok, je fais 60 et je suis prêt à remonter dans ma tête et à lui laisser le dernier mot et à arriver quand même au résultat final qui est 62, tu vois. Et finalement, tu as eu une bonne surprise. Ouais, 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 en fait, je lui ai exprimé mon souhait, voilà, je lui ai dit, je fais 61, bon, à la condition que vous recevez pas les autres, si ça vous va. Heu, il m'a dit: «Oui, je suis d'accord». Voilà, il m'a dit: «Vous avez l'air honnête, voilà, je vous fais confiance», et puis voilà. Donc il a accepté 61, donc bah, j'étais plutôt content. Ah, donc c'est toi qui as fait 61. Je pensais que tu avais fait 60 et qu'il était remonté à 61. Ok. Non, en fait, j'ai tendu la main, si tu veux. Au lieu de dire: «Je fais 60», il va me dire, 61 peut-être. Tu vois? Je voulais pas rentrer dans une négociation comme ça. Je me suis dit: «Beh, écoute, je suis pas à 1 000 € près finalement». Enfin, sur 25 ans, hein, entendons-nous bien, parce que 1 000 € ça fait mal. Mais, je me suis dit: «Tiens, je vais lui montrer qu'il m'a dit 60, je vais lui dire 61 en lui disant, bah, vous, votre effort, c'est de pas d'arrêter les visites, quoi». Voilà. Et ben, il a compris, et donc finalement, ça allait à tout le monde. Bon, le fait est qu'effectivement, au final, t'as gagné 1 000 euros.
par rapport à ce que tu voulais faire au départ, donc ça c'est cool. Ok, qu'est-ce que tu prévois maintenant dans cet appart? Eh ben écoute, alors, voilà, une quand même, on a fait l'étape la plus dure, c'est trouver un appart et ça, c'est beau. Quand même, ça me fait vachement plaisir. Ça fait combien de temps que tu cherchais? Tu peux nous rappeler? Parce qu'on l'avait dit dans le premier épisode. Ah beh, que je cherchais, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans parce que bon, pas 3 ans à Narbonne, hein, bien entendu, mais ça fait 3 ans que je cherche à faire un nouvel investissement immobilier. Comme on disait dans le premier épisode, je voulais le faire à la montagne, hein. C'est pour ça que je cherchais, voilà, mais je trouvais pas et voilà, donc 3 ans que je cherche à faire ça et 1 an que je cherche ailleurs et grosso modo, 6 mois que je cherche un peu autour de chez moi, disons à 2 heures, de chez moi. Et donc depuis le 25 août, où on a recentré et là effectivement quand tu recentres, dans une zone géographique, ben, c'est plus facile à trouver quand même. Bah, il vaut mieux être hyper expert à l'extrême d'un secteur qui est petit mais que tu maîtrises parfaitement et sur lequel tu vas pouvoir être hyper agile, hyper actif, prendre des décisions plus simples, que s'éparpiller partout en essayant d'appréhender des marchés que tu maîtriseras jamais parce que tu n'es pas assez présent, tu vois, ou tu peux pas y passer assez de temps et c'est assez complexe. À moins évidemment de se faire accompagner par des entreprises ou des prestataires qui sont sur place et qui maîtrisent le sujet à ta place, bah, comme nous on fait chez Artae pour nos clients, mais c'est une autre optique. Voilà, tout le monde n'a pas envie de déléguer à 100% le sujet. Donc là, en l'occurrence, toi, tu avais envie de faire et de gérer derrière aussi. Donc, il faut que ce soit près de chez toi. Et ça, c'est clair que c'était pour moi indéniable. Et c'est un point, s'il y a un point qu'on doit retenir là, de cet épisode, c'est vraiment bien connaître son secteur en local. Ça fait gagner du temps, et ça rassure et ça permet d'aller de l'avant. Parce que tu vois, un an, on va dire un an où tu t'es dit, OK, la montagne, bon, c'est compliqué parce que les prix avaient augmenté et que tu avais aussi. Ça, c'est dur aussi, tu vois, parce que tu avais une base de référence qui t'était propre sur l'appartement à la montagne, où tu te disais, bah voilà, moi j'ai acheté ça, donc tout le reste maintenant c'est plus cher, donc c'est trop cher. Ça, parce que c'est plus cher que c'est trop cher. Parce que ton appart aujourd'hui, lui aussi, il avait pris de la valeur en même temps. Donc du coup, ton patrimoine avait grossi, donc c'est normal que les prix augmentent en même temps. C'est comme quand tu as une résidence principale, tu dis toujours ouais j'ai fait une méga plus-value. Ouais, mais si c'est pour racheter une résidence principale dans le même temps, bah, en fait tu vas repayer plus cher aussi au mètre carré 10 ans après que 10 ans avant. Et ça c'est dur je trouve pour un investisseur, tu vois, de se dire je vais acheter plus cher que ce que j'ai déjà acheté dans la même rue. Ou dans le même immeuble, des fois. Moi, ça m'est arrivé d'acheter dans le même immeuble plus cher au mètre carré que l'immeuble que l'appart que j'avais acheté 2 ans avant. Mais c'est normal. Parce que si je le fais pas, quelqu'un va le faire à ma place de toute façon. Oui et puis avec le temps, je m'aperçois que, j'ai eu des opportunités dans la même résidence à la montagne, 15 000 € plus cher et finalement, ça aurait été rentable, largement rentable, même 15 000 € de plus. Mais voilà, tu te dis, c'est n'importe quoi, 15 000 € de plus l'appart, en 1 an, c'est pas normal. Mais en fait si, c'était normal parce que c'était le marché de l'époque, c'était comme ça et ça aurait été rentable. Voilà, donc bah, c'est sûr, j'aurais gagné moins, mais j'aurais gagné quand même autant. Enfin, j'aurais gagné encore. Et d'ailleurs, même là, tu as le bon réflexe, je trouve, quand le vendeur te dit, enfin, que tu vois que le vendeur l'a acheté 58, tu vois, il y a 3 ans. Toi, tu te dis, bah, je suis prêt à l'acheter 62. Tu aurais pu te dire, attends, il a payé 58, il n'y a pas moyen que je lui achète, tu vois, moins cher, ça fait que 3 ans, etc. Plus cher, ça fait que 3 ans, etc. Au final, bon, lui, il fait quoi? Moins de 7% de plus-value, sachant qu'en plus, lui, il a payé 58 net vendeur, donc tu sais pas s'il y avait une agence ou pas. Tu sais pas si, et en plus, il y a les frais de notaire et autres, donc au final, il a payé bien plus cher que 62. Donc là, il perd de l'argent. Alors, il a récupéré du capital, sûrement des loyers, etc. Enfin, peu importe s'il avait financé ou pas, mais en tout cas, il a soit touché des loyers, soit remboursé du capital via ses locataires. Donc, c'est pas un sujet, il a pas perdu d'argent. Mais le fait est que il vend moins cher qu'il a acheté, hein, parce que tout frais inclus, il perd de l'argent. Voilà. Mais c'est pas parce qu'un gars a acheté moins cher que toi, même 6 mois avant, qu'il peut pas, tu vois, que tu peux pas acheter à un prix donné si ça correspond à ton projet. Là, si tu me dis que tu refais un coup de rafraîchissement, tu loues 500 balles, bon, ben finalement, 500, ça te fait 6 000 € de loyer par an, tu es à 10% de rendement brut, ce qui est largement correct. Aujourd'hui, avec des taux à 4,5, bon, ben, je pense que voilà, c'est correct pour être sûrement en autofinancement ou quelque chose où tu vas être. Je sais pas si tu as fait les calculs déjà, mais. Ouais, j'ai appelé la banque. Vendredi, je l'ai eu. Elle m'a fait un premier jet, enfin un premier jet, non, un truc,
un G normal, j'allais dire. Elle me sort ça à 4,38 et ça fait une mensualité de 450 € je crois. Ouais, pas plus, 448 ou exactement, 450. Avec, avec 8 000 € d'apport. Alors 8 000 € d'apport, elle prend en charge les frais de notaire, elle, de son côté. Elle les inclut dans le prêt et voilà et un peu de rénovation. Une enveloppe de je crois que j'ai fait 7 000 je crois ou 8 000 de travaux. Ouais, donc tu es à 61 fois, on va dire 10 de frais à peu près, donc ça fait 67 000 plus tu as dit 10 000 € de travaux? 8? Plus 8 de travaux. Ouais, donc tu es à 75 000 de projet au global, quoi. À peu près, ouais. Moins 8 000, donc elle te prête 67 000 sur 25 ans, c'est ça? 20. Elle m'a dit qu'il pouvait pas aller au-delà de 20. Ouais, mais c'est pas mal parce que si la mensualité à 20 effectivement, te convient bien et que tu es en autofinancement ou en léger effort d'épargne, si tu dois payer un petit peu de quote-part de taxes foncières, tu vois? Ou de charges et cetera. Ouais, mais en tout cas, le cœur de l'enrichissement, il est pas là, il est dans le capital que de toute façon qui va être remboursé grâce au loyer et aux chiffres que tu vas percevoir. Moi, je trouve que c'est pas mal de le faire sur 20 parce que tu capitalises beaucoup plus vite, et donc tu rembourses quand même, moins d'intérêts sur le long terme, ça coûte moins cher. Donc ça veut dire que si tu revends à 10 ans, tu t'auras capitalisé beaucoup plus que sur un prêt à 25 ans et c'est là que tu vas voir la différence aussi, tu vois? Non, 20 ans, ça me va bien. Le seul truc, c'est ouais, j'aurais aimé 50 € de moins la mensualité, pour être honnête. Heu, mais en discutant avec la banquière, soi-disant, j'ai déjà le meilleur taux. Donc bon, Franchement, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, voilà, après ça reste de l'investissement locatif. elle m'a dit qu'il y avait 3 grilles, hein, chez eux. Bon, je sais pas si c'est vrai, hein. 3 grilles selon l'annonciation du client et il y avait, 4,58, 4,48, 4,38. Voilà. Comme j'étais un client, bien pour eux apparemment, j'avais droit à 4,38 qui était le meilleur taux à l'heure actuelle. Voilà. Donc bon, j'ai pas fait d'autres banques pour le moment. Je peux quand même, jeter un œil à ce qui se fait à droite ou à gauche, mais de ce que j'ai quand même entendu, c'est on doit être quand même dans la fourchette qui se fait à l'heure actuelle. Oui, oui, non, franchement, c'est pas très déconnant, il me semble, et puis, de toute façon, pour gagner 50 €, il va falloir gagner quand même pas mal et c'est impossible. C'est pas avec le taux que tu vas gagner 50 €. Faut gagner 5 000 € je crois à peu près, après le calcul qu'on a fait. Donc c'est elle qui me disait: «Bah, vous avez qu'à mettre 5 000 € d'apport supplémentaire». Voilà. Bon, après, je suis pas sûr que ce soit ce que j'ai envie de faire. Donc voilà. Alors après, peut-être que, j'ai dit 8 000 de travaux, il y en aura peut-être moins au final parce que j'ai pris 8 000, parce que je sais pas encore là, c'est les questions qui m'arrivent maintenant une fois que j'ai trouvé l'appartement, c'est que, les nouvelles questions sont, qu'est-ce que je fais? Du nu, du meublé, de la longue durée ou de la courte durée? Parce qu'au final, cet appartement, il se prête un peu à tout, enfin, de ce que j'ai vu moi, et il peut être, bah, il y a la clim et c'est quand même, un truc, hyper bien à Narbonne parce qu'il y a pas la clim dans tous les appartements, ce que j'ai vu sur Airbnb. Donc c'est quand même sympa. Mais après en longue durée, voilà, tu as le fait d'être un peu plus tranquille, d'avoir moins de trucs à gérer. Voilà, donc pour l'instant, j'ai encore, j'ai cette problématique-là, j'ai pas encore tranché de quel type d'exploitation je vais choisir. Et tu as toujours, alors ce qui me dérange un peu dans ma façon de penser, c'est que tu as toujours l'appât du gain, parce que faut pas se cacher que quand tu vas vers du Airbnb, c'est pour ça, hein. Il y a que ça. Enfin si, le deuxième truc, c'est éventuellement d'avoir un mauvais locataire. Voilà, d'éviter ça, avoir un locataire qui te paie pas. Heu, donc tu as ces 2 et puis après tu as la tranquillité dans la location longue durée, de se dire, bon, beh, ça tourne tout seul. Quand ça se passe bien, ça tourne tout seul, tu as pas à y réfléchir, ça se rembourse et on se revoit dans 10 ans, quoi. En gros, c'est ça. Et voilà, donc j'avoue que là, pour l'instant, je sais pas trop et la solution la plus simple, ça serait de la location longue durée nue, parce que j'aurais quasiment juste quelques petits travaux à faire. Alors, en parlant des travaux, j'aimerais changer la cuisine, quoi qu'il arrive.
le sol. Et après, il faut que je retouche, les peintures, bien entendu, et tous les petits travaux qu'il y a à faire. Un peu la salle de bain. Il faudra sûrement changer le bac à douche, un meuble de salle de bain. Bon, voilà, des petits travaux qui ne sont pas très onéreux, mais qui mettraient en valeur quand même le bien de meilleure façon. Et voilà, et après, si on met un meublé, ben forcément, ça va augmenter un peu plus l'enveloppe, le, le budget travaux, ameublement, quoi. Ouais, mais tu vas louer plus cher et surtout, je vois pas comment tu pourrais faire du nul en l'occurrence tout de suite parce que t'as pas de gros parc immobilier où tu peux faire du gros déficit foncier. Donc, c'est pas avec le peu de travaux que tu vas faire là que tu vas créer de la charge. Il y a plein de trucs que tu pourras pas déduire, tu pourras pas amortir ton bien comptablement, etc. Pour moi, le nu, c'est à bannir tout de suite. Faut même pas se poser la question. Après, la location meublée, oui. Est-ce que tu fais de la courte durée? Est-ce que tu fais de la longue durée? Ça, c'est un choix d'exploitation, de tranquillité d'esprit, comme tu le disais aussi, de charge mentale et de charge, on va dire, physique aussi, et en matière de temps, parce que ça dépend de si tu délègues pas, parce que si c'est faire de la courte durée pour déléguer à 100%, finalement, ton rendement supérieur, il est quand même bouffé par les prestataires de conciergerie notamment. Voilà, donc bon, ça, je pense que là, la priorité que tu dois avoir toi, c'est trouver du financement qui te convient pour faire financer le bien et faire l'acquisition du bien dans les 3 mois qui suivent. Et après, démarrer de toute façon les travaux, j'ai envie de dire qui peut le plus, peut le moins. Je pense que si tu fais un rafraîchissement ou des travaux, il faut que tu les fasses dans l'optique de te dire peut-être qu'un jour je mettrai de la courte durée. Parce qu'il faut que tu sois agile. Et si tu fais un bien pour de la courte durée, tu le fais, il correspondra à n'importe quelle demande derrière. Par contre, si tu fais un truc un peu trop cheap pour la location longue durée, il se peut que sur le marché de la location courte durée, il fonctionne pas parce que la concurrence soit quand même plus qualitative. Donc moi je dis prévois-le pour la location courte durée, quoi qu'il en soit. Tu vois, si tu dois changer une cuisine, mets une belle cuisine art et intérieure comme on sait faire et va pas chez Ikea. Chez Leroy Merlin. Non, Ils en font des jolis aussi, mais bon, a priori, d'après tes premières vidéos, elles ont l'air vraiment sympas. non, elles sont cool et puis surtout elles sont très quali. Non, elles sont très quali, mais je ferai un épisode sur le sujet, sur les cuisines qu'on propose à nos clients. Mais en tout cas, mets un truc quali qui se démarque un petit peu du reste. Et de toute façon, ça ne pourra être bénéfique. Ça ne pourra être que bénéfique sur la location courte durée comme sur la location longue durée. Voilà. Donc franchement, ne lésine pas sur la réno pour moi, je pense. Surtout si tu veux louer sur la tranche haute du marché. Parce que peut-être que lui, il te disait, OK, il loue 500, toi, tu crois pas trop. Mais finalement, tu seras peut-être surpris que tu l'auras peut-être plus cher, en fait. Parce que si tu as un produit exceptionnel que personne d'autre n'a, ça peut passer. Tu as la clim, tu as la pompe à chaleur, donc ça consomme moins pour le chauffage aussi l'hiver. Il y a cet extérieur qui, certes, n'est pas à toi. Tu n'as même pas la jouissance exclusive. Mais au final, dans les faits, c'est pas un mec qui est à l'étage qui va aller en profiter. Donc toi, tu es là, tu es au rez-de-chaussée. L'immeuble est sympa. Les parties communes, franchement, sont cool. Je pense que tu peux tirer ton épingle du jeu. Ouais, il y a aussi quand même la notion des charges de copro qui sont vraiment faibles, quoi. Il y a que 220 €, je crois, à l'année. Et quand même, dans tous les autres apparts que j'ai vus, on était au moins à 500 ou 600 €. Donc, forcément, un loyer, tu peux faire un loyer un petit peu plus cher si tu as pas forcément des charges de copro énormes. Enfin, tu peux le gagner un peu là, je pense, hein. Heu, mais c'est sûr que si tu as 80 € de charges, tu peux pas faire un loyer à 500 plus 80 € de charges. Alors ça dépend comment tu traites les charges, parce qu'il y a plusieurs écoles. Les charges, moi, je les traite toujours de manière forfaitaire. Donc en fait, je me prends pas la tête avec les charges. Je pense qu'il y a trop de gens qui se prennent la tête avec les charges. Mais ça pourrait être, on pourrait en faire un épisode d'ailleurs. Tu vois, je pense que j'en ferai une capsule. En fait, en meublé, tu as deux choix. Soit tu as des charges au réel, soit tu forfaitises tes charges. Si tu as des charges au réel, tu vas faire la régulation des charges avec tu as consommé tant d'eau, je te refacture tant d'eau, tu as consommé tant de trucs, machin, je te refacture tant de trucs. Et il y a des charges locatives que tu peux répercuter et d'autres qui sont non locatives que tu peux pas répercuter. Donc, quoi qu'il en soit, si tu as 80 € de charges, tu pourras pas refacturer officiellement 80 € au locataire parce qu'il y a des choses qui sont pas refacturables.
Mais si tu forfaitises tes charges, comme moi je l'ai toujours fait en meublé depuis 15 ans, tu vas dire par exemple, bah, moi j'ai 50 euros de charge de copro, ok, mais en fait je m'en fous que j'ai 30 ou 80. Ce que je regarde, c'est mon loyer, charge comprise, et toutes mes charges à côté, c'est-à-dire emprunt, charges de copro, taxes foncières, etc. Et je regarde en fait mes rentrées et mes sorties au total, qu'est-ce que ça fait et ce que ça donne. Mais je m'en fous de ventiler mon loyer entre 500 plus 50 ou 510 plus 30, tu vois. En soi, ça va pas changer grand-chose, à part un peu pour la fiscalité quand tu commences à payer des impôts dessus, parce que c'est toujours, tu payes toujours la fiscalité sur le loyer hors charge. Donc c'est vachement important pour le nu surtout, parce que et c'est pour ça que c'est régulé sur le nu. Mais en meublé, comme la fiscalité, elle est quand même très avantageuse, en fait, c'est pas les 10-20 euros de charge par mois qui vont faire la différence sur 10 ans de fiscalité, quoi. Donc en fait, tu forfaitises. Et il y a aussi un truc, c'est que en nu, les gens restent longtemps. Donc c'est facile de leur réviser, enfin de leur régulariser les charges tous les ans. En meublé, il y a tellement de turnover. Par exemple, si ton locataire change tous les ans, quand toi, tu as la régule du syndic de copro qui te fait ta consommation réelle un an après, tu vas pas aller taper à la porte de ton ancien locataire qui est parti depuis 9 mois pour aller lui dire hey, tu me dois 15,90 € d'eau, tu vois. Parce qu'en fait, tu vas t'essouffler à faire ça et pour 15 balles, ça sert à rien. Donc en fait, et en fait, t'y gagnes parce que, enfin, t'y gagnes. T'y gagnes pas et t'y perds pas parce que dans le temps, ça s'équilibre. Des fois, tu vas être en négatif, des fois, tu vas être en positif, mais peu importe. Et moi, j'ai jamais eu aucune discussion avec un locataire sur ce sujet, tu vois, en meublé. Jamais. Donc, toi, regarde surtout, c'est quoi ton coût global et puis qu'est-ce que tu factures à côté. Voilà. Et en fait, c'est ça qui va faire la différence. La ventilation des charges, pour moi, ce n'est qu'une considération fiscale qui n'a pas trop lieu d'être dans le cadre de la location meublée, quoi. Voilà. Ouais, c'est accessoire. Ouais, mais totalement. Franchement, trop de gens se prennent la tête avec ça. Ah oui, mais mon locataire, il a consommé tant d'eau, je lui ai facturé que tant et tout, mais on s'en fout en fait. Parce que c'est juste une ventilation entre ce que lui facture. Mais de toute façon, tu vas pas pouvoir, comme tu le disais très justement, facturer trop de charges non plus, parce que sinon, tu es hors du marché. Ce qui regarde le locataire, lui, c'est combien ça lui coûte au total. Finalement, que ce soit des charges ou pas des charges, c'est du pognon qui sort tous les mois, il s'en branle de comment c'est ventilé, tu vois. C'est ça, ouais. Lui, il voit le loyer, charge comprise, quoi. Bah oui, il voit le pognon qui sort tous les mois et qui va sur ton compte à toi surtout, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, ouais, donc on va faire les rénaux là parce que ouais, il faut le mettre vraiment propre. Voilà, j'aimerais bien refaire le sol parce que ça donnera un autre cachet. Voilà, la cuisine, l'électroménager, bon, bien entendu. Et voilà, et puis après le mettre à la loc. Alors le mettre à la loc, voilà, comme on disait, hein, soit ça va être, soit je vais tenter d'emblée du Airbnb en me disant, parce que tu vois, je me disais peut-être je vais prendre un petit différé de peut-être 6 mois, tu vois, le temps de faire les travaux. Et dans l'optique, je m'étais dit peut-être je vais faire les travaux et puis je vais le mettre en Airbnb et pour tester, pour voir ce que ça donne. Tu vois, parce que là, on est fin d'année, on va arriver dans 3-4 mois que j'aurai les clés, ça va être mois de mars, peut-être, avril. Et donc, grosso modo, le temps de faire les travaux, on va rentrer dans la période, la meilleure période pour la location courte durée. Et donc, voilà, j'avais songé à ça, me dire je peux faire ça pour voir ce que ça donne. Et vu qu'il sera tout meublé, comme tu dis, nickel, si ça va pas, je peux de suite le basculer. Et si ça va, je peux continuer. Sinon, je peux éventuellement, comme ça sera la fin de l'été, je peux éventuellement faire avec un étudiant, par exemple. Parce que tous les agents immobiliers avec qui j'ai discuté m'ont dit que voilà, le problème, c'était les étudiants. Voilà. Alors, est-ce qu'ils ont tous ce même discours marketing pour un investisseur qui cherche un appartement, comme moi je cherchais? Ça veut dire quoi le problème, c'est les étudiants? Ben, qu'apparemment, ils ont un gros problème pour loger les étudiants. Ah, pour le loger. Ouais, comme il y a à Montpellier. Bon, à Montpellier, c'est facile à comprendre, il y a énormément d'étudiants. Là-bas, il y a des étudiants, parce que je me suis renseigné. Il y en a beaucoup moins, évidemment. Mais apparemment, ouais, il y a une école d'infirmière, il y a une IUT, ils rencontrent aussi des soucis parce qu'il y a beaucoup de Airbnb.
et du coup, ça enlève, tout un tas de logements, pour faire des logements pour étudiants, quoi. Du coup, voilà, du coup, c'est un peu à quoi je songe, en ce moment et qui est pas encore tranché. Ouais, mais ça peut être une solution, effectivement. Je pense que c'est pas déconnant. Le timing est bon pour tester, effectivement. Donc, pourquoi pas. Voilà. Mais bon, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, Christophe, de là où tu en es. En tout cas, moi, je suis très content que tu aies pu passer à l'action et que du coup, ça ait servi à quelque chose, ton déplacement à Toulouse au mois d'août voilà, pour te booster un peu. Ouais, ouais, puis c'est factuel, quoi. Vraiment, je suis venu, je t'avais dit que j'avais envie, et voilà et puis, c'est vrai que dans la vie, c'est souvent tu le dis, il faut avoir du réseau, mais le réseau, ça a tout un tas de significations, mais il y a aussi des gens qui t'inspirent et qui t'incitent à passer le pas, quoi, à ne pas rester en place. À prendre des décisions et bon là, c'est une décision qui est importante quoi, voilà, c'est prendre un appartement, même si c'est un petit coût, même si c'est un petit achat, heu, il faut y aller et voilà, moi ça me faisait j'ai pas peur de le dire, ça me fait peur à chaque fois. Là, je dors pas forcément bien, mais je suis content de l'avoir fait parce que j'aurais été moins content de ne pas l'avoir fait. Je peux que confirmer ce que tu dis. Je pense que aujourd'hui, voilà, t'as passé ce cap-là, je pense qu'il y avait un blocage. De toute façon, il y avait un blocage, quoi qu'il en soit, chez toi. Ce fait de passer à l'action, d'aller sur le terrain, de se lancer, etc. Je pense que ça va débloquer des choses. Le step d'après, ça sera de consolider ça et de se rassurer justement pour après aller, tu vois, sur des steps supérieurs si jamais tu veux aller continuer justement à investir. Je pense qu'à chaque étape, alors évidemment, il y a toujours des fois où on se casse la gueule, hein, mais quoi qu'il en soit, on apprend quand même, ça toujours. Mais à chaque étape que tu vas réussir, ça va te booster pour aller encore plus loin, encore plus vite, tu vois. Et donc, je pense que on doute tous les jours, tous. Mais vraiment tous. Enfin, moi, tu vois, tous les jours, toute la journée, je doute de toutes des décisions que je prends tout le temps. Et j'en prends, je sais pas combien de dizaines par jour, tu vois. Et je me dis, est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais ça? Est-ce que j'ai bien fait? Ça me réveille la nuit, ça m'empêche de dormir, de m'endormir le soir, etc. Bon, mais c'est comme ça, en fait. Et c'est important d'avoir ces doutes parce que ça te permet de creuser aussi pas mal, tu vois, des choses que tu aurais peut-être pas vues si tu n'avais pas de doute, tu vois. Parce que quand on est trop certain des choses, c'est toujours un petit peu compliqué, je dirais, de prendre des bonnes décisions. Et il y a une phrase que je vais ressortir de manière très maladroite parce qu'elle n'est pas exactement dite comme ça et je sais pas qui l'a dite, mais c'est un truc qui dit, grosso modo, que il y a que les imbéciles qui doutent de rien, en fait, et qui ont maxi confiance en eux, tu vois. Et qu'en fait, à partir du moment où tu as le moindre doute, c'est que tu as l'intelligence déjà de te poser des bonnes questions, tu vois. Alors, certes, des fois, tu t'en poses beaucoup trop, donc il faut toujours un juste milieu, mais au moins tu te les poses, tu vois. Et c'est sain, je pense, de se les poser. Maintenant, il faut pas que la moindre réponse négative soit un élément bloquant. Et je pense que la plupart des gens, c'est ça qu'ils ont comme blocage, c'est que dès qu'il y a un petit grain de sel, et tu le disais d'ailleurs, hein, tu vois, il y avait toujours un truc et tout ça, et tu as pris conscience aussi pendant ces 3 mois-là qu'il fallait faire des concessions et des sacrifices. Alors quand c'est pour une résidence principale, pour les gens, on les voit hein, à la télé, machin, etc., sur recherche maison, appartement, ou même nous, hein, quand on cherche un truc, il y a toujours un truc qui va pas, oui, mais il manque ci, il manque ça, etc. Ouais, mais si tu veux qu'il manque rien, fais un palais pour toi à ta sauce, en fait, tu vois. Mais et là, dans l'investissement locatif, je dirais qu'il faut être encore plus détaché de ça. Parce que tu t'en fous. Parce que pour toi, il manque ça. Mais pour ton locataire, dis-lui que lui, peut-être qu'il a jamais acheté de sa vie, peut-être qu'il achètera jamais de sa vie. Peut-être que lui, en fait, tout ce que toi, tu as vu en négatif, ça va être des points hyper positifs sur lui parce qu'il a jamais connu ça. Tu vois. Peut-être que le mec, il a jamais connu la clim, tu vois. Et oui, nous, on a notre standing. Ouais, ouais, c'est vrai et c'est pour ça que je visite avec mes parents. C'est rigolo, mais je fais toujours ça parce que, heu, si tu veux, eux, quand ils rentrent quelque part, ils disent: «Ah non, 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 là, ça c'est pas bon», tu vois? Donc là, on ressort tout de suite et là, quand je suis rentré avec eux, ils m'ont dit: «Ah ouais, là, c'est bien». Alors là, je me suis dit: «Bon, là, ça va» parce que ils ont vu comme moi, ils ont vu comme toi et donc ça m'a rassuré parce que, effectivement, en plus, ils ont un peu plus de mal que nous à se projeter dans un truc, une fois les rénovations faites. Donc, quand ils sont dans un endroit qui est pas beau, qui est pas propre, qui est gris, ils ont du mal à se dire: «Ah oui, mais avec de la peinture, avec ci, avec ça va être un peu plus joli».
Du coup, il s'est dit: «Non, tu vas pas mettre quelqu'un là-dedans, voilà», tu vois? Donc next, on passe au suivant. Donc là, quand on est rentré, bon, alors d'ailleurs, même mon père, pour la petite histoire, il me dit: «Ah mais c'est bon, on n'a rien à faire là, cette fois, il y a juste, tout va bien», tu vois? Alors que bon, ma mère a dit: «Non, mais». Mais c'est ça, tu vois, qui est je trouve qui est difficile à appréhender pour la plupart des gens. C'est que d'un côté, quand il y a trop de choses, ils se disent: «C'est impossible». Et d'un côté, quand nous, on voit qu'il y a des choses à faire pour justement louer un peu plus cher sur le marché, pour mettre au goût du jour, et cetera, ben, eux, en fait, ils se satisferaient de ça parce que ça leur convient, tu vois? Ah carrément, ouais, il m'a dit: «Non mais là c'est bon, cette fois ça va être cool, il y aura rien à faire». Quand je lui ai dit: «Non mais attends, il va falloir changer la cuisine», mais il me dit: «Mais tu rigoles, elle est bien». Ah c'est vrai qu'elle est bien, mais je dis pas: «Regarde, on a ouvert un tiroir, l'étagère elle était toute tordue, elle est décollée, Tu les tiroirs qui claquent, hein, tu pas d'amortisseur, tu ouais. voilà, il y en a aucun qui arrive à s'ouvrir ou se fermer comme il faut». Et il dit: «Ah mais c'est rien, je vais te le régler», tout ça, tu sais? Mais bon, et effectivement, on peut pas mettre des gens dans des apparts comme ça, quoi. En investissant un petit peu, on fera quelque chose de beaucoup plus qualitatif, quoi. Bon, bah, nickel. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est de te donner, bah, évidemment, bah, nous, on continue à te suivre sur la partie financement et tout, donc tu nous alimentes là-dessus, bah, sur les différentes étapes. Là, l'idée, c'est qu'on se refasse un point dans 3 mois. Dans 3 mois, si tout va bien, tu as ton financement, et cetera, tu auras acheté. Et si tu as acheté, bah, du coup, c'est là que tu vas démarrer tes travaux et donc on fera un point, avant le démarrage des travaux, peut-être ce sera intéressant et puis, ou pendant les travaux d'ailleurs et puis après l'acquisition donc voilà. Tu nous diras où tu en es justement, le financement, si ça fait différé, pas différé, dépendamment de la période aussi, comment tu vas louer, courte durée, pas courte durée et puis surtout les travaux que tu auras définis d'ici là, quoi. Parce que tu auras dû anticiper quand même pas mal de choses, hein. Pour démarrer les travaux pile poil, le lendemain ou le jour même de l'acquisition, il faut que tu aies anticipé quand même pas mal de trucs, que tu aies prévu les plannings, que tu aies aussi acheté les matériaux si besoin. Voilà. Donc, Ouais, ouais, ça je m'y suis mis déjà un petit peu pour regarder ce qui me plairait, voilà, la partie déco, c'est et aménagement intérieur, c'est un métier aussi, hein, qui est pas le mien, mais bon, heureusement, on a de quoi un peu regarder, à la fois dans les magasins, sur internet, un peu, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas. Mais ouais, je suis là-dedans. En ce moment, c'est ce que je fais, c'est de voir, de me projeter. bon, bah, c'est cool. C'est cool. Moi, je trouve que c'est le moment un peu grisant, tu vois, parce que finalement, une fois que ton bien, il sera terminé, que tu auras un locataire dedans et qu'il va tourner, la seule question que tu vas avoir à te poser, en dehors du fait qu'il paye ton loyer, mais ça, après, franchement, une fois qu'il a payé 2 mois, tu te la poses plus la question. C'est, ok, c'est quoi le prochain, quoi? C'est quand et c'est quoi? Et c'est comment, tu vois? Euh, Ouais, c'est ce qui remplit nos journées après, voilà, et c'est vrai que quand tu as mis un pied là-dedans, je sais pas si au bout d'un moment enfin, il faut trouver sinon il faut trouver un autre loisir ou une autre, passion, quelque chose qui nous anime, mais c'est vrai que c'est sympa, quoi. Ouais, moi je là, tu vois, d'aller visiter Narbonne, tu vois, j'ai pris ma copine, j'ai pris mes parents, on est allés, on a promené, on a regardé l'architecture, enfin, c'est pas que, l'immobilier, c'est pas que mettre un locataire, il y a tout, tu prends toute ta famille là-dedans, tout le monde en profite, c'est ce qui est sympa, quoi. Ouais. Bah, t'achètes du patrimoine, donc tu crées de la valeur, de la richesse pour toi-même, pour ta famille, pour voilà, ouais, pour les tiens quoi. Donc c'est pas que des chiffres, du cash flow à gogo, des machins, de je veux arrêter de bosser et compagnie. Non, c'est de la création de patrimoine avant tout. Et donc c'est important. Bon, en tout cas, merci pour cet échange, Christophe. Merci encore à tous aussi d'avoir été là, d'avoir assisté à cette deuxième étape du coaching avec Christophe. Alors c'est beaucoup moins de coaching que le premier épisode, parce que c'était vraiment c'est le premier en fait. Hein, c'est au début que les blocages sont importants. Après, une fois que ça roule, c'est que de la rassurance. C'est plus du déblocage, mais c'est plus pour se rassurer. Donc là, on va quand même suivre évidemment le projet jusqu'au bout. Euh, voilà. Et donc exceptionnellement, on diffuse ça le dimanche à la place d'une capsule. Mais il y a quand même pas mal de sujets de capsules à l'intérieur, donc ça m'a permis aussi d'avoir quelques idées pour de futures capsules. Et voilà. Donc j'espère que ce mode coaching vous plaît. N'hésitez pas à nous faire des retours, soit à Christophe, soit à nous directement aussi sur les réseaux sociaux
ou peu importe comment, avec des pigeons voyageurs si vous le souhaitez. Et puis, je vous dis à très vite sur le podcast Money Tree. Ciao, ciao.